labo qui est décoré pour fait de résistance. Il s'agit également d'un personnage qui peut avoir des réactions absolument désastreuses et qui est capable de gestes magnifiques. Et puis cerise sur le gâteau, surtout c'est un personnage qui est juif et qui trafique avec les nazis à la pire époque évidemment pour les juifs. Alors évidemment, si un scénariste avait proposé de faire une BD à partir d'un personnage comme ça, de fiction, on aurait dit, ben non, c'est pas possible, c'est pas croyable. Alors il s'agit en fait d'une réalité, puisque Joseph Joановsky a véritablement vécu cette époque-là, et donc c'est cette saga qui vous est racontée dans les 6 volumes d'Il était une fois en France. Alors, on va aborder quelques thèmes autour de cette rencontre. Tout à l'heure, vous pourrez également poser des questions. Et la première série de questions va tourner autour de la rencontre entre Sylvain Vallée et le scénariste Fabien Nury. Alors Sylvain, comment s'est fait cette rencontre avec Fabien? Écoutez, comment va César, ce qui revient à César, c'est un vrai mariage d'éditeur au départ en fait. Moi, c'est une époque qui m'intéressait depuis très longtemps, l'occupation, la Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet que j'avais envie de traiter depuis très longtemps. Et un jour, j'ai reçu un scénario envoyé par mon éditeur, dont je ne connaissais pas le scénariste, et le scénario m'a passionné. En fait, j'ai eu un véritable coup de cœur, puisque ça rejoignait mes envies en termes d'univers et d'atmosphère, et en plus, le scénario était passionnant. C'était un traitement de l'ensemble de la série, de l'ensemble du destin de Joановsky, non détaillé, non découpé, comme on dit, dans le jargon, et qui en fait traitait de ce personnage totalement ambigu qui m'a tout de suite fasciné, comme j'imagine il a fasciné les lecteurs qui nous ont suivis depuis. Et donc j'ai tout de suite rappelé mon éditeur en disant bon, arrête de chercher un dessinateur, c'est pour moi. Donc après j'ai rencontré Fabien. Le personnage de Joановsky, je le connaissais, voilà, de réputation, mais je ne connaissais pas son destin dans le détail, comme Fabien me l'a présenté dans son scénario. Donc quand j'ai rencontré Fabien, évidemment, on est rentré dans le détail, on a approfondi les choses en termes de rencontres déjà humaines avec un scénariste. Quand on se lance dans une collaboration de 6 ans, avec un inconnu, c'est pas évident. Donc on a un peu besoin de rattraper le retard, d'apprendre à se connaître l'un l'autre. Et donc on a un peu rattrapé le retard en se racontant nos vies, nos motivations. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'influences cinématographiques, thématiques, historiques en commun. Et donc ça a démarré vraiment sur les chapeaux de roue. Et moi j'avais une vision du scénario de Fabien qui était... j'avais une vision pour m'approprier le scénario de Fabien, en fait, qui était assez particulière, parce que son scénario était passionnant, mais un petit peu rude et froid, en fait, un petit peu difficile à appréhender. Un sujet aussi délicat, aussi particulier, était traité de manière assez délicate, assez dure. Et en fait, je me suis dit, il faut un dessin un petit peu rond, plus caricatural, plus semi-réaliste, comme on dit en termes de réglage de dessin, pour pouvoir créer de l'empathie, de la bonhomie, générer autour de ce personnage une sorte de rapport particulier, de proximité. En fait. Donc on a travaillé en amont beaucoup là-dessus, sur ce rapport texte-image, pour essayer de faire de cette série, une série à la fois ambitieuse et en même temps l'envie de partager beaucoup de choses autour de ce personnage, autour de notre fascination finalement pour ce personnage, parce que le personnage est assez fascinant avec toute l'ambiguïté dont tu as évoqué tout de suite. Le personnage évidemment est tout de suite accrocheur, hein, orphelin, immigré, ferrailleur, milliardaire, collabo-résistant, tout ça sur un seul homme et bien plus encore, parce qu'il y a aussi des choses qu'on a laissées un peu de côté en faisant notre travail de fiction, évidemment, on va peut-être en parler un petit peu. Oui, alors justement, comment pour travailler sur un personnage comme Joановsky, il a fallu, je suppose, rassembler pas mal de documentation. Donc, quelle documentation vous avez trouvée Bon, principalement, quand j'ai reçu le scénario de Fabien, je me suis dit, bon, le scénario est très bien. Mais pour moi, c'était quelqu'un qui s'est approprié le réel pour en faire une fiction. Et donc, il me fallait revenir au réel et me documenter. Et donc, passer par le même cheminement que Fabien, c'est-à-dire lire les mêmes bouquins, essayer de profiter de la documentation que lui avait eue sur le personnage pour me l'approprier, et en même temps faire des propres recherches en termes iconographiques, en termes de photos, d'images, en rapport avec le scénario de Fabien, évidemment. Mais en lisant le scénario de Fabien, effectivement, j'ai cru que c'était... J'ai pas cru, en fait, véritablement. Je me suis dit, c'est pas possible qu'un personnage comme ça ait pu exister, et puis en documentant, en travaillant avec Fabien au fur et à mesure de cet album, évidemment, je me suis aperçu que tout ça était terriblement
authentique et concret, si bien qu'on a, au fur et à mesure de la création de la série, il y a beaucoup de choses du réel qui nous sont revenues, dans la recherche documentaire, dans les rencontres qu'on a pu avoir, tous ces personnages qui sont nos personnages, évidemment, on s'est rendu compte, voilà, je me suis rendu compte petit à petit qu'en fait, ils étaient de plus en plus réels, en fait, au point que j'ai rencontré des gens, je le disais tout à l'heure, effectivement, des gens, il faut en parler tout à l'heure. Donc, on va peut-être maintenant explorer un peu le personnage de Joseph Geonovici. Alors, avant, tu avais fait Gilles Saint-André, qui est un personnage de polar, qui est également un personnage de Jean Impon. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé intéressant, tu l'as déjà un peu évoqué, chez ces personnages-là, par rapport aux personnages précédents? C'est le côté anti-héros du personnage, inévitablement. Jusque-là, la bande dessinée traite souvent, et en général, de héros sans peur et sans reproche. Mais les personnages lumineux ne m'ont jamais véritablement intéressé, en fait. J'aime qu'un personnage soit ambigu, j'aime qu'un personnage puisse avoir ses failles, et je me suis toujours intéressé à cet aspect-là. Avec Jean-Charles sur Gilles Saint-André, on avait aussi exploré les faiblesses du personnage, une humanité forte chez Gilles Saint-André, évidemment dans un archétype beaucoup plus simple, toute mesure observée évidemment par rapport à Geonovici, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est cette espèce d'ambiguïté qui est assez, qui est fascinante, et c'était quelque chose qu'il fallait essayer de retranscrire. La grande difficulté, ça a été de trouver le moyen de retranscrire cette ambiguïté graphiquement aussi. Ce qui est assez intéressant dans le dessin, en fait, c'est que je me suis rendu compte que le personnage devait pouvoir basculer du bon et du mauvais côté quasiment instantanément dans la seconde, de lui donner une impression d'être un homme gentil et dans la seconde suivante d'être un terrible salopard. Et le fait d'avoir un dessin relativement pur, c'est ligne claire en fait, me permet de faire ça, parce que finalement dans le dessin, moins on l'alourdit, et plus il est mobile, plus il est dynamique et plus il est mobile, et plus l'expressivité des visages peut être grande en fait. Et pour un personnage comme Geonovici, il fallait pouvoir lui donner un regard terrifiant et à la fois un sourire charmeur. C'était toute la difficulté de la chose. Le personnage m'a passionné pour cette raison-là, par rapport dans mon positionnement de dessinateur, parce que j'avais la possibilité de lui donner un panel de jeu assez large en fait. Alors, est-ce que, au fil du temps, puisque l'aventure a duré 6 ans, ta vision du personnage a évolué, est-ce qu'il n'y a pas eu le risque également d'avoir de la sympathie ou au moins de l'empathie pour Geonovici? On ne vit pas avec un personnage pendant 6 ans si on n'a pas une forme de proximité avec lui, d'empathie et de séduction, et si on n'est pas séduit par ce personnage. Je pense que on est inévitablement fasciné par cet anti-héros, et évidemment, il faut, comment dire, pour pouvoir vivre avec lui au quotidien, l'aimer, même si c'est un salaud. Et je sais si Geonovici est un grand salopard, mais à la fois c'est un humain, c'est un homme, c'est quelqu'un qui a dû traverser des choses terribles, essayer de s'en sortir, et à la fois capable de choses terribles pour pouvoir s'en sortir, mais ces actes répréhensibles en fait sont dictés au départ par la survie. C'est ce qu'il faut savoir aussi au départ, c'est cette survie, parce qu'il a risqué à tout moment d'être déporté, d'être fusillé, évidemment. Il y avait un gros risque pour lui, d'autant plus important qu'il était très en vue, puisque c'est un homme qui est devenu milliardaire, donc il a intéressé les Allemands. On l'a qualifié, parmi d'autres, de juif utile, en fait. Il était utile à leur système de collaboration et d'enrichissement de l'Allemagne. Donc c'est un personnage dont il fallait se servir, et donc c'est un personnage il est tellement riche que c'est très très dur de le résumer. Et donc cette fascination nous a touchés. Effectivement, il faut l'aimer. On ne peut qu'aimer ces personnages, même les salauds. En tant que créateur, on doit les aimer. Alors, il y a eu également une véritable performance sur le personnage, c'est d'être capable de le représenter aussi bien à l'âge de 5 ans en Bessarabie et encore à l'époque sous la domination russe avant de devenir roumaine après la guerre, ou bien de le représenter à 25 ans quand il arrive à Paris, ou encore évidemment dans les années 45 ans, et puis jusqu'à sa mort. Donc là, il va y avoir un petit éclairage là-dessus. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur l'expressivité, le fait que je peux faire basculer les personnages là d'un côté ou de l'autre. Parce qu'en fait, plus le dessin est simple, plus la moindre ride sera visible immédiatement.
En fait, plus il est simple, plus on peut le rajeunir, et plus il est simple, plus on peut le faire vieillir. Le moindre détail, la moindre brique supplémentaire lui donnera 10 ans. Et c'est sur cette base extrêmement simple, mais à la fois solide, que je peux faire évoluer ce personnage-là entre sa jeunesse, évidemment, et ses 65 ans, c'est pas exactement quand il est mort, parce que sa date de naissance est relativement floue. En fait. Mais voilà, c'est un code graphique qu'on définit au départ qui nous permet cette évolution-là. Si je l'avais alourdi de traits, s'il y avait un dessin plus fouillé, plus réaliste, dès le départ sur ce personnage jeune, il aurait été beaucoup plus difficile de se séparer de certains détails, de certaines choses, et on l'aurait peut-être pas reconnu d'une époque à une autre, en fait. Cette simplicité morphologique, à partir d'un rond, parce que finalement son visage tient dans un cercle, permettait cette grande mobilité et d'âge et d'expressivité, en fait. Alors, on va passer aux autres personnages principaux de l'album, quelques-uns que je vais sélectionner. Il y en a deux que l'on voit pratiquement tout le temps, du moins deux qui sont présents dans le premier contre le dernier. Il y a la maîtresse de Joseph Joannovici, Lucifer, d'une part. Et donc, et puis il y a également le petit juge de Melun. Alors, pour Lucie, est-ce que c'est un personnage qui était comme ça dans la réalité, ou quelle est la part de vrai et d'imaginaire? Là, il y a la réalité, et puis il y a le casting qu'un auteur de fiction a envie de faire sur la création de ces personnages. Moi, il faut savoir que quand j'ai démarré la série, je n'avais pas trouvé de photos de Lucifer, en fait. Et heureusement, parce qu'en fait, elle ne ressemble pas du tout à ce que j'en ai fait. Et donc, il était nécessaire d'avoir un personnage un peu plus féminin, un peu plus séduisant, lui n'étant pas séduisant. D'ailleurs, l'éditeur, à l'origine, quand on a monté le projet, a eu un peu peur de ce héros avec cette physionomie de maquillon. Il manque de séduction physiquement, il est pas très séduisant, mais bon, sa séduction lui vient de son intelligence, pas de son physique. Ça, il faut le comprendre. Et surtout, on ne voulait pas trahir la physionomie authentique de Joannovici, qui était ce qu'elle est, puisqu'on le voit sur les planches de garde. Donc, il fallait un pendant séduisant. Et le pendant séduisant à Joannovici, c'est Lucie, c'est sa maîtresse, c'est sa secrétaire et maîtresse, en fait. Et alors que la véritable Lucie n'a pas aussi séduisante. Voilà. Et donc j'ai commencé là-dessus en établissant évidemment ce qu'on a comme aussi un casting en fait. On fait un casting de personnages et de physionomie et on essaie de trouver des accords qui fonctionnent. C'est une femme qui en plus va se servir de ses talents de séductrice auprès de l'occupant. Elle s'en sert à nombreuses fois pour sauver Joannovici, pour le sortir de prison, pour lui éviter le pire. Elle utilise ses charmes. Hein. Donc il nous fallait ça dans le scénario évidemment. Donc ça ne pouvait pas être à fond long quoi. Alors, sur le personnage également du petit juge de Melun, un personnage récurrent puisque on le voit dès les premières cases du premier album, on le voit également à la fin avec Lucie d'ailleurs, quand l'ambulance, qui est une forme de corbillard, s'éloigne, d'ailleurs là il y a une sorte de travelling cinématographique remarquable, on parlera de la mise en scène du cinéma tout à l'heure, où j'ai l'impression de dire qu'on les laisse tous les deux orphelins. Elle orpheline avec son amour et lui orphelin avec sa haine. C'est exactement ça, c'est les deux personnes seules qui ont connu le plus Joannovici. Voilà, c'est ceux qui ont vécu avec lui dans ces périodes les plus dures. Il y a Eva aussi, mais Eva était lointaine, elle n'était jamais là, enfin, elle était toujours protégée, donc mise à l'écart. C'est les deux personnes qui l'ont le plus connu à deux périodes de sa vie, l'occupation et l'immédiate après-guerre, les deux grandes périodes de sa vie. Voilà, et effectivement, ils se retrouvent sans leur raison de vivre qui tard dans l'ambulance avec la mort de Joannovici. Alors, ce juge, le gentil, c'est un juge énormément existé, ou une synthèse de différents juges? Alors, il y a eu un juge, le gentil, qui a fait partie des nombreux juges qui ont traqué Joannovici et qui ont essayé de le faire condamner. Il y a eu un juge, le gentil, qui n'avait évidemment pas eu ce rôle aussi important qu'on lui donne. S'il y a une grosse part de fiction dans Il était une fois en France, c'est justement ce tome 5 qui est consacré au juge. Et c'est cette présence du juge, en fait, le némésis de Joannovici du côté de la justice, qui lui fait le chemin finalement un peu inverse, qui lui tombe dans les pires actes en voulant traquer, en voulant faire tomber Joannovici. C'est le pendant moral, en fait, c'est l'homme qui permet de relativiser aussi la notion de justice. Parce qu'effectivement, il devient totalement injuste et il utilise des armes qui sont loin d'être légales, évidemment. Alors, dans la BD, on croise également des personnages secondaires, alors certains moins souvent que ces deux-là, mais entre autres des personnages qui ont réellement existé. Alors, par exemple, Lafont et
et Bonny, qui étaient des gestapistes notoires, avec la fameuse Kerlingue. Otto également, donc cet Allemand qui trafique à Paris. On rencontre des truands, par exemple, comme Joatia ou Bouche-Sèche. On retrouve d'ailleurs dans les années 60-65 pour l'affaire Ben Maka. Donc des personnages vraiment troubles. Roger Vigo, qui est le patron de la DST. Et puis, on croise également à 2 reprises le docteur Petiot. Oui, un drôle de médecin, qui en fait, dans la réalité, on n'est pas sûr de ce lien entre le domicile, évidemment. Mais on imagine, tous les deux travaillaient indirectement pour la Gestapo parisienne, l'un en alimentant financièrement et en aidant Lafont, et en payant Lafont, et Bonny, et l'autre, a priori, en faisant disparaître des corps, en fait, issus de la Caringue. C'est un peu ce dont Petiot a été soupçonné. Donc on s'est dit, bon, on ne lui donne pas une importance scénaristique énorme, hein, il est vraiment secondaire, Petiot. C'est un personnage qui fait partie du paysage de l'époque, en fait, hein, mais par contre, on trouvait assez amusant que ce type, qui en fait, en plus a monté, a fait croire à un réseau de résistance, le réseau Flytox, qui en fait est un faux réseau, il faisait croire que... Et qui portait son nom. Et qui portait bien son nom, et qui faisait croire à les Juifs qu'il allait les faire sortir du pays, et en fait ils terminent tous chez lui dans sa chaudière, ça on l'a su bien après. Le personnage donne une couleur en fait à l'album. Le personnage de Petiot qui apparaît plusieurs fois donne une sorte de couleur, de noirceur, permet d'accentuer sur le danger et la noirceur de cette période-là, la période de l'occupation, principalement dans le tome 3, en fait. Là, qui est en fait le tome le plus ambigu de la série, puisque c'est vraiment le moment où Joan Lucy va retourner sa veste et où il joue vraiment en parallèle sur les 2 tableaux. Et donc, Petiot, oui, secondaire, mais intéressant à utiliser. Pour moi, il y a un personnage, parmi tous ceux dont tu as parlé, il y en a un qui se détache, pour moi c'est Eva. J'allais en parler. Voilà. Eva, elle dépasse tous ces personnages-là, qui sont finalement les ennemis, les seconds rôles, les porte-flingues, menaçants évidemment, dangereux pour Joan Lucy. Mais le personnage le plus important, à mon avis, peut-être même au-dessus de Lucie, qui est présent, c'est Eva, parce que Eva, c'est la raison véritable d'agir pour moi de Joan Lucy, en fait. Se mettre à l'abri, mettre sa famille à l'abri. C'est pour ça qu'on la voit moins, parce il la protège tout le temps. Et il ne peut pas vivre avec sa famille, en fait. C'est aussi toute l'ambiguïté de ce personnage-là. C'est un homme qui aime ses enfants, qui aime ses filles, qui aime sa femme, mais qui ne peut pas vivre avec eux, pour plein de raisons. Déjà parce que c'est un homme ambitieux et que ça prend beaucoup de temps d'essayer de survivre, d'essayer de grossir, de devenir fort, puissant, mais en même temps tout en se protégeant par ce biais-là, et aussi parce que il est dangereux pour sa famille. En fait, c'est un homme qui peut mettre en danger sa famille s'il est proche d'elle, et donc il y a tout ce jeu avec sa famille, avec Eva particulièrement, qui est en fait le seul personnage vraiment moral de l'histoire. C'est notre c'est notre curseur émotionnel, et c'est celle qui le ramène à la réalité de ses actions et de ses actes. C'est elle qui le juge véritablement. Plus que le gentil encore, qui en fait a un rapport de jugement par rapport à la société, mais Eva le juge moralement, le juge le connaît, et donc est capable de détruire aussi d'une certaine manière, moralement, et on le voit à différents moments de l'histoire. C'est vrai que c'est un personnage qui est intact moralement, alors que Lucie, par exemple, quand même trempe dans les combines. Lucie est amoureuse, fascinée autant que nous, et amoureuse. C'est l'homme qui a fait ce qu'elle est devenue, et c'est l'homme qu'elle aime, donc elle est capable de le suivre jusqu'au bout, jusqu'à la déception totale, jusqu'à la trahison dans le tome 6. La déception dans le sens où il ne l'emmène pas quand il fuit en Israël, il la laisse en France, parce que, soi-disant, elle n'est pas juive, qu'est-ce qui l'empêchait de faire des papiers juifs? Il en a fait faire d'autres faux papiers, il pouvait en faire un de plus. Mais en fait, je pense que voilà, elle ne lui était plus utile à ce moment-là. C'est terrible, mais c'est la réalité. Je pense qu'il avait aussi plus besoin d'elle. Et ensuite, évidemment, elle ne pouvant vivre que par lui, n'existant que par lui, et l'aimant véritablement, sincèrement, parce que lui ne lui prouve pas non plus à aucune occasion véritablement. On voit dans une scène de prison à un moment donné où elle lui dit je t'aime, et lui la regarde en pensant totalement à autre chose. En fait, il est ailleurs, il est dans sa vengeance par rapport à la mort de sa femme. Et en fait, ce personnage de Lucie va à un moment donné, évidemment,
faire le pire des actes, c'est-à-dire le trahir pour le récupérer. Alors, est-ce qu'il y a des moments, quand tu as dessiné, qui t'ont procuré beaucoup d'émotions et voire même de difficultés, des moments intenses? Je pense en particulier à l'exécution du jeune Mustapha, parce que les Jaguel, il est souvent classique. On imagine, on l'emmène, les gens restent près de la voiture, puis on entend dans le lointain le bruit de détonation et c'est fini. Tandis que là, ça dure 4 pages. Alors, pour deux raisons, parce que c'est un innocent, et que nous, lecteurs, nous le savons, même malgré les malversations de Joan Lucie qui essaye de faire croire à tout le monde que cet homme est le traître, que ce jeune Mustapha est le traître en fait. C'est un jeune résistant sincère et motivé et qui finalement sert de bouc émissaire à la protection de Joseph. C'est une scène qui a été très délicate à traiter parce qu'effectivement, dans ce genre de situation d'exécution, on tombe rapidement dans des codes, dans des choses déjà vues, et donc dans des grands guignols aussi. C'est grand risque en fait, quand on fait de la bande dessinée, c'est de raccrocher au code, de raccrocher à des choses qui sont déjà vues mais qui sont faciles à faire, faciles à dessiner. Là, Mustapha existait lui aussi, c'est partie du réel. J'ai vu des photos de Mustapha alors, il y en a, on en trouve. Et donc ce personnage ayant existé, il ne fallait pas traiter sa mort de manière archétypale, il fallait essayer de la penser telle qu'elle aurait pu se dérouler. Elle est d'autant plus délicate cette scène que l'attachement, évidemment, que nous avions pour Joan Lucie à ce moment-là est mis à l'épreuve puisqu'il devient un assassin à ce moment-là. Et c'est la bascule, en fait. C'est ce moment-là où il n'a plus de pardon possible pour Joan Lucie. Il n'y a plus de pardon possible de Joan Lucie à partir du moment où il tue Scapha. Avant, il essaie de s'en sortir, il devient meurtrier après. Et donc, parce qu'on le force aussi, parce que Pied de mort a des larmes dans la main en lui disant tu veux le tuer là, je ne le ferai pas à ta place, fais-le maintenant, et il le pousse à ça. Quoi. Donc c'est une scène extrêmement terrifiante, et donc j'en ai encore des frissons en parlant. Il y a eu quelques scènes comme ça. La mort d'Eva est une scène aussi dramatiquement forte et très dure à traiter. Il faut trouver à chaque fois le juste équilibre. Mais encore une fois, il faut penser réel, il faut penser réalité. Quand on fait de la bande dessinée, c'est historique, en plus, basé sur des faits réels. Il faut oublier toute fiction, il faut s'en servir, évidemment, pour l'habillage, pour l'impression, pour l'ambiance et tout ça. La fiction est importante, mais par contre, le rapport qu'on a au personnage, il ne faut jamais oublier qu'ils ont existé. Et donc, il faut essayer de penser le réel plus que de cadrer le réel. En fait, ce que je dis toujours, c'est que moi, je pose une caméra devant des acteurs qui jouent devant moi, qui sont des acteurs de papier, et moi, je choisis un angle de caméra, un axe, tout à l'heure, pour éviter le côté iconique ou artificiel ou naïf que parfois le dessin peut engendrer. Mais dans la mort de Scapha, justement, on voit l'exécution, et donc Joan Lucie est un assassin, et la page suivante, on voit en larmes quand il a quitté les lieux, parce qu'il appelait sa mère, et donc là il redevient humain, alors que... Mais il est humain de voilà. Il est face à une impossibilité de faire autrement. C'est-à-dire que c'est lui ou Scapha. Oui. C'est soit Scapha, donc il se sauve en tuant Scapha. Mais il reste un homme là. Ça explique comment on peut arriver à ce stade de devenir un meurtrier en fait. Il est poussé à ça et c'est pas un choix, une manière encore une fois de s'en sortir par une pirouette. Il est poussé à ça pour survivre. Et donc Scapha ou lui, Lucie lui explique effectivement c'était toi ou lui et c'était toi ou nous même, parce que évidemment elle partira avec Oliver comme on dit. Mais c'était toute mais il redevient humain parce qu'effectivement il prend conscience de l'acte qu'il vient de commettre et on ne pouvait pas passer à une autre scène sans passer par cette scène de prise de conscience dans la salle de bain avec Lucie. Alors on va passer à un autre sujet maintenant, c'est-à-dire le rapport avec le cinéma. On a dit de L'été une fois en France que c'était une BD cinématographique. La BD c'est le 9 mars, bon, le 8e il n'est pas toujours forcément identifié. Le cinéma le 7e, je me demande d'ailleurs si votre BD c'est pas le 7e art et demi. Alors, une question qu'on a dû te poser à toi et à Fabien mille fois. Alors d'abord, pourquoi le titre Il était une fois en France? On pense évidemment immédiatement à... Il était une fois en Amérique, évidemment, il était une fois dans le Brésil. Ah bon, voilà, c'est des références à des films qui sont
vecteurs d'inspiration pour Fabien et moi depuis très longtemps. Le parallèle dans le parcours des personnages qui étaient une fois en France et des personnages qui étaient une fois en Amérique est évident. On s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté. Et puis, évidemment, il était une fois, c'est une grande histoire qui commence, c'est une fresque. Il était une fois en France étant une fresque humaine, on s'est dit c'est une belle manière d'introduire cette promesse, de créer cette promesse. Par contre, c'est une grosse promesse, il fallait tenter d'être à la hauteur de ce titre, ça n'a pas été évident. Voilà, parce que effectivement, ce titre porte en lui de nombreuses références dans l'esprit des lecteurs et il était très délicat de l'utiliser. Mais on n'est pas mécontent. On ne regrette pas ce titre. Et puis aussi, parce que ce titre, voilà, cette île était une fois en France. Et pour raconter l'histoire d'un immigré juif romain, je trouve qu'il y a une forme d'ironie intéressante en fait. Voilà. La France c'est ça. Oui, voilà, c'est aussi ça. On a fait aussi le parcours d'immigrés italiens aux États-Unis, où c'est très dur au départ, et puis où ils deviennent des parrains, et Joan Lucy, une forme de parrain aussi. Je suis juste parallèle du genre, de style, de genre, avec toutes les références qui vont avec, mais voilà, moi je trouve ça assez beau que cette histoire de France soit représentée par un immigré. Alors je crois aussi que dans certains albums, il y a eu, non pas une influence, parce que je n'aime pas trop ce terme-là, mais enfin, un certain rapport avec d'autres films qui vous ont marqué. Chaque tome est un peu une référence à un film, en fait. Effectivement, le premier, cette île était une fois en Amérique, et voilà, le deuxième, je dirais que c'est bon, c'est Monsieur Klein, le deuxième, le troisième, ce serait L'Armée des Ombres, le quatrième, ce serait Paris-Voltil, et le cinquième, eh ben, c'est la réalité, en fait. Le cinquième, voilà, c'est cette espèce d'avancée. On a démarré avec tout notre bagage de références cinématographiques, historiques, de romans, etc. Et puis, au fur et à mesure de la création des albums, il y a une espèce d'autonomie qui s'est créée vis-à-vis de toutes ces références de fiction que nous avions, pour arriver à finalement la véritable histoire de Joan Lucy, en fait. Au début, on s'est dit, voilà, tiens, c'est une BD de genre. On a commencé sur un genre pour finir dans la réalité, en fait. C'est ça. Cette évolution s'est faite petit à petit. D'autant plus que la réalité nous a rattrapés systématiquement, régulièrement, au fur et à mesure de la création de cette série. Alors, le cinéma apparaît aussi dans le déroulement du scénario, avec entre autres l'utilisation des flashbacks, c'est surtout visible d'ailleurs dès les premières pages du premier volume, où on est en 1965, on passe à 1947, je ne sais plus, ensuite en 1905, on arrive à 1925, etc. Donc ça c'est quelque chose de récurrent au cinéma. C'est aussi par exemple la manière de resituer dans le contexte des grands événements, par exemple dans le volume 2, où sans une seule bulle, sans aucun texte, avec des grandes images, je vous montrer quand Joan Lucy a permis de remonter vers Paris. Et donc on voit la débâcle, on voit les bombardements, on voit également les Allemands à Paris, on voit quelqu'un qui pleure. C'est des évocations. Voilà, des évocations qui permettent de resituer dans le contexte et qui se suffisent à elles-mêmes. Et donc, on est de nouveau dans le bain. On voit ça également d'ailleurs pour la libération de Paris, où il y a d'ailleurs des choses terribles, parce qu'on voit évidemment l'arrivée des chars, l'arrivée des Américains, de Gaulle qui descend des Champs-Élysées, et puis on passe aux femmes pendues aussi, donc un côté plutôt sombre de la libération. Et puis, peut-être plus difficile de l'évoquer, mais sans les images, également, le cinéma est apparent dans la succession des cases, des bandes. Oui, il y a déjà le principe du scope panoramique, d'un réglage à l'horizontale que j'aime utiliser, très cinématographique, en fait, et qui permet de créer des différences de rythme assez fortes, parfois des ruptures. Voilà, c'est un fort hommage aussi à Sergio Leone, au scope et au gros plan sur les personnages, et je cadre souvent les personnages comme ça. Je n'aime pas dessiner les cheveux, alors il m'arrive de cadrer comme ça, quoi, assez souvent. Et puis voilà, tout est orienté dans ce sens. Nos sources nous viennent du cinéma, notre manière de traiter nous vient beaucoup du cinéma, et nous utilisons et nous ont feu de tout bois pour utiliser des réglages et des codes de cinéma qui sont parfois très utiles, de manière elliptique,
les séquences dont tu parlais nous permettent de gagner du temps aussi, énormément, d'aller très très vite, de créer des ponts assez importants dans le temps, et du coup, tout en évoquant la grande histoire et tous les éléments, les événements parcourus par Joan Lucy. Mais la BD a sa spécificité aussi. Ce que je veux dire, c'est que voilà, les influences peuvent venir du cinéma, mais la BD par réglage très particulier. Déjà parce que c'était un choix à chaque fois d'une case qui est la plus symbolique, la plus forte, et qu'on ne peut pas utiliser une séquence de 5 minutes pour montrer quelque chose. On doit faire un choix sur une image, la plus forte, la plus évocatrice. C'est aussi la force de la bande dessinée, qui du coup n'a pas de temps à perdre en termes de représentation. Ça doit aller très vite et ça doit, on doit trouver des solutions illustratives très fortes. Oui, voilà. Le cinéma, j'ai été aussi, le cinéma nous apporte aussi une grande part d'éléments documentaires. Quand il s'agit de dessiner les archives aux questions juives, le commissariat aux questions juives, en fait, dans le tome 2, impossible de trouver de la doc, des photos de ces bureaux, de ces archives, de cette documentation, impossible. J'ai cherché, j'ai fait beaucoup de recherches documentaires dans des archives de l'Église de Paris et ailleurs. Impossible de mettre la main dessus, et en fait, il y a un très beau plan dans le film de Joseph Cosset, Monsieur Klein, qui représente parfaitement ces archives, et je ne suis pas allé chercher plus loin. C'est tellement évocateur, tellement ça. L'idée qu'on pouvait se faire de ces archives est tellement bien représentée dans ce film. Pourquoi essayer de faire autre chose? L'image est là, et je l'ai vue dans le film, et quelque part, je l'ai pas utilisée dans la BD. Une technique que j'ai trouvée aussi proche de Jean-Pierre Gibra avec Le Sursis. Quand sa BD est sortie il y a peut-être déjà une quinzaine d'années, les historiens, on avait lancé à l'époque beaucoup de recherches sur la vie quotidienne pendant l'occupation, surtout la résistance au village, donc beaucoup moins à haut niveau du côté de Londres, etc. Et finalement, on s'est aperçu que Gibra, lui, en décrivant la vie dans un village, avait parfaitement bien saisi l'ambiance que les historiens venaient juste de mettre à jour. Et justement, avec cette BD sur cette période-là, on saisit bien effectivement cette ambiance, ces contradictions. Est-ce que vous avez eu tous les deux des réactions d'historiens face à votre travail? On en a eu des gens intéressés, des gens. On est plutôt, je dirais, une grande partie des gens qui nous ont contactés étaient plutôt satisfaits, en passant toute trahison par rapport. Parce qu'on apportait une vision peut-être plus distanciée aussi du personnage de Joan Lucy que les livres qui avaient pu être écrits avant, comme celui d'Alphonse Boudard, qui est un peu partisan par rapport à Joan Lucy. Et on a plutôt eu un regard bienveillant des historiens et des gens qui ont lu nos albums, parce qu'effectivement on traitait les choses de manière moins archétypale, loin des images d'Épinal qu'on peut connaître de cette époque. Et du coup je pense qu'on a été plutôt, l'album a plutôt été bien accueilli des historiens pour cette raison-là, parce que c'était une vision grise et non noire, non blanc de cette époque. Et ça, c'était plutôt bien. Maintenant, oui, on ne peut pas être historien, on fait un travail de synthèse, on fait un travail d'évocation, on fait un travail de suggestion. La BD porte beaucoup d'artifices en elle, beaucoup d'effets, beaucoup de choses qui sont finalement de l'ordre de l'illusion, pas de la reconstitution fidèle jusqu'au dernier bouton d'uniforme. C'est quelque chose qui ne nous intéressait pas. Par contre, le travail de synthèse, le travail d'évocation est beaucoup plus fort quand on n'est pas perdu dans tous les détails historiques qui peuvent encombrer le travail. En fait, ça permet de véhiculer un message d'une manière beaucoup plus claire, beaucoup plus simple, peut-être beaucoup plus évident et efficacement, en fait. Et c'est, je pense, de ça qu'on nous a été gré, en fait. Est-ce qu'il n'y avait pas un certain risque de perception, disons, biaisée de la BD par le fait que Joan Lucy, il y a quand même un physique que tu n'as pas inventé, puisque ces photos sont mises d'ailleurs sur l'album, mais qui fait quand même très, disons, très caricatural par rapport à l'idée des juifs, et puis montrer un juif affairiste, évidemment ça pourrait peut-être conforter certains... Le sujet reste délicat. Voilà. Toujours délicat, toujours d'actualité. Je parlais tout à l'heure de mon éditeur qui voulait qu'on le rende plus séduisant, charmant et tout ça, c'est aussi cette volonté-là qui était derrière, en fait. Le
fait d'aseptiser évidemment les traits de John Lucy, qui ont ce côté sémite très fort, en fait, très appuyé. Moi, je trouve que ça aurait été une trahison d'aller dans une autre direction que celle qu'on a prise en compte. Sachant que j'ai un dessin que je qualifie de semi-réaliste ou de caricatural, mais pour moi, c'est caricatural dans le bon sens du terme, c'est-à-dire c'est pas caricatural pour dénoncer un travers, c'est caricatural pour le rendre plus expressif, plus proche de la nature de la personne, du personnage en fait. Et donc je ne pouvais pas aller vers l'aseptisation, la réduction des traits. Non, il me fallait le rendre le plus expressif possible pour le rendre le plus vrai, le plus proche de la réalité de ce personnage-là. Donc j'ai fait le chemin inverse. Ça nous a pas été... Évidemment, il y avait un danger au départ, il y avait un risque, dont on était parfaitement conscient. Il y avait une prise de risque par rapport à la représentation, évidemment, de ce personnage. Mais on a fait le choix de la fidélité, en fait. Plutôt que le choix de se cacher, de se détourner, d'essayer de planter le truc sous le tapis pour que personne ne vienne nous embêter avec. Non, on a fait le choix d'y aller frontalement, en fait, et d'être sincère dans notre évocation. Le sujet est extrêmement délicat, il reste toujours chaud, et je pense que c'est aussi ce qui fait l'intérêt du public pour cette série. Mais on n'a jamais choisi ni de le juger, ni de se cacher derrière une morale quelconque. Un personnage comme Johan ici ne peut pas être jugé. Personne, à mon avis, n'est apte à juger la vie de ce personnage-là et les choix qu'il a pu faire. C'est très délicat de le faire, on n'a pas choisi de le faire. On a choisi de se positionner comme personne retraçant, essayant de retracer le parcours de quelqu'un, pour le faire comprendre ses choix, et même les pires. Et je pense qu'il ne fallait pas donner une teinte morale, moralisatrice, de jugement à cette histoire, parce qu'on aurait influencé la perception du lecteur sur ce personnage, et ça aurait été néfaste. Est-ce que pendant le travail sur la série, ou bien après, Fabien ou toi, vous avez été en contact avec des personnes qui ont connu Johan de Lucy ou avec des gens de sa famille? Même très proche, parce qu'on a la réalité nous a rattrapés de nombreuses fois, comme je disais tout à l'heure. Moi, j'ai rencontré un fiancé de Thérèse, une des deux filles de Johan de Lucy, qui est venu me voir un jour en disant voilà, moi j'ai connu Johan de Lucy, je l'ai côtoyé, j'étais très jeune, j'étais le fiancé d'une de ses filles. Et donc on a échangé, et on a échangé beaucoup. Des choses, il m'a raconté un peu les rapports qu'il avait eu avec son beau-père potentiel, et c'était très drôle d'entendre quelqu'un nous parler de Johan de Lucy de manière aussi directe. La réalité nous a rattrapés une première fois comme ça. Le lendemain, pour se remettre à dessiner, c'est pas évident. Quand on a vécu ça, quand on a croisé quelqu'un qui l'a connu, le dessiner après, c'était pas évident. Et puis, on a eu un deuxième contact très important, c'est qu'on a été en contact téléphonique avec le petit-fils de Joseph Johan de Lucy, producteur de documentaires en Israël, et qui a contacté notre éditeur pour rentrer en contact avec nous afin de réaliser un documentaire sur son grand-père. Et ça aussi c'est très très drôle, parce qu'en fait il cherchait à pouvoir utiliser des images des albums pour alimenter visuellement son documentaire sur son grand-père. C'est quelque chose de très étonnant, parce que moi qui suis allé pendant des années à la recherche de documentation du réel et de tout ce qui pouvait le servir à créer notre fiction, lui voulait utiliser notre fiction pour alimenter le réel. C'était très très drôle en fait. Alors, cette série a donc connu un énorme succès, puisque combien d'exemplaires vendus à ce jour? Alors là, c'est la seule question qui sera posée sur ce sujet délicat. Oui, non, ça n'a rien de délicat, c'est un beau succès, on en a payé par des affaires, on ne va pas le cacher. On a démarré, la série a démarré à 25 000 exemplaires sur le top 1, c'était le tirage du départ. Et voilà, là, le tirage est à 838 000, c'est précis. J'ai eu les chiffres il n'y a pas très longtemps, puisque on a un producteur qui m'a intéressé pour en faire quelque chose, et il voulait les chiffres. Donc, voilà, c'était un succès. Et donc, grâce aux nombreux lecteurs, merci. Oui, et donc, autour de cette saga, il y a maintenant le projet d'un film. Alors, ça fait un petit moment qu'on a commencé ce projet en cours, c'est très long, le cinéma c'est très long, on n'est pas sûr d'y arriver. Mais l'envie y est, et l'envie de participer à une aventure de genre, de donner une vie encore, une continuité de vie à cette belle aventure qu'on a vécue, Fabien et moi, au travers d'un film nous passionne et nous intéresse. La seule chose, c'est que c'est très long au cinéma, c'est très dur, très rude. En BD, on est
2, 3 avec l'éditeur, on peut faire à peu près ce qu'on veut, dans les conditions qu'on souhaite. Le cinéma est une énorme machine. Mais depuis 2007, il y a des producteurs qui sont intéressés par le projet, par le scénario. Et depuis 3 ans, Fabien et moi travaillons artistiquement pour le montage du film, de façon à ce qu'on tienne un peu les rênes de l'adaptation, ce qui est important si on veut éviter toute trahison par l'appropriation d'un producteur et d'un autre réalisateur. Donc l'idée, c'est que Fabien réalise et que je l'accompagne artistiquement en tant qu'enseignant artistique. Alors, est-ce que le fait que la BD soit déjà assez cinématographique, et puis avec ses nombreuses pros, ça ne va pas brider un peu l'imagination du réalisateur? Non, parce que c'est un autre support déjà, et d'une, ça ne peut que lui servir à faire différemment d'autres choses. Et puis, là, il a traité des images du réel, donc les choses sont très différentes aussi à ce niveau-là. Je pense que la BD va être un excellent support pour toutes les équipes artistiques, pour toute l'équipe artistique qui va travailler autour. Ce sera déjà une base visuelle assez solide. C'est cette base visuelle qui a convaincu les producteurs de vouloir en faire un film, et cette base visuelle va nous servir tout au long de la création du film, même si ce ne sera pas le storyboard, parce que c'est un autre support, le storyboard de cinéma. Alors, je crois qu'on peut faire une révélation, on en a parlé tous les deux déjà, donc on connaît le nom de celui qui accepte, si le film se fait, de jouer le rôle de John Lucy, et The Winner is... Quand le film sera sorti, ce sera le minorité. En fait, c'est pas toute Lucy qui a accepté de participer à l'aventure avec nous, et quelqu'un de très appréciable, très agréable, qui en plus a une physionomie assez proche de celle de Johanno. C'est aussi pour ça qu'il s'est proposé et qu'on a pensé à lui. Donc, il nous accompagne dans le montage du projet, et il est partenaire de la réalisation de ce projet depuis 3 ans maintenant, et on espère bien que l'année prochaine, on va mettre le premier tour de matériel avec lui. Et c'est vrai que pour lui, ça serait un peu le même parcours que Coluche, parce qu'il passerait de l'humour un rôle plus dramatique. Il est très malin. Je dirais qu'il est, bon, pas aussi malin que John aussi, mais il est très malin. Et donc il voit très bien ce qu'il peut, voilà, ce que c'est un film comme ça, ce qu'un projet de ce genre peut lui apporter dans sa carrière, dans sa carrière, lui qui est qualifié de comique ou de comédien de comédie. Évidemment, ça peut lui apporter une dimension dramatique dans son panel d'acteurs assez important. Le projet l'intéresse, c'est pas sûr, c'est pour ça qu'il a vraiment très envie lui aussi. Alors, pour conclure, donc, Monsieur Joseph, héros ou salaud, héros et salaud. Héros, salaud et humain surtout. Voilà. C'est quelqu'un qui. C'est un humain comme nous tous, dans des conditions extrêmement mis dans des conditions extrêmement particulières. En fait. Je ne pense pas qu'on puisse préjuger de quoi que ce soit nous concernant si on devait faire face aux mêmes événements que nous, en étant ce qui était. Bien, merci Sylvain. Maintenant, on peut poser quelques questions peut-être à la salle. J'envoie le micro. Allez-y, on vous entend. Moi, je voulais savoir si vous étiez déjà, dès le départ, auto-limité à 6 tomes, ou si, dans Si ça aurait pu évoluer en fonction du succès et tout ça. En approfondissant les détails on a toujours pensé que... Enfin, ça aurait été, au départ, c'était 5 ou 6. Ni moins, ni plus. On savait qu'on ne serait pas allé jusqu'à 8, jusqu'à 7, c'était exclu. Pour la bonne et simple raison qu'à un moment donné, cet homme-là meurt et qu'on a raconté tout ce qu'on a raconté, donc il ne fallait pas tirer le... Il y a un grand risque en bande dessinée, c'est quand il y a un succès, effectivement, l'éditeur met un peu la pression pour que ça continue, mais nous, ça faisait partie de la proposition de départ, de faire 5 ou 6 tomes, et de s'arrêter à ça. Et l'éditeur le savait très bien, il savait très bien qu'on ne ferait pas durer la sauce, on ne rallongerait pas la sauce sous prétexte de succès à partir du 2e ou 3e tome. Il le savait dès le départ, ça faisait partie du contrat, en fait, on l'avait déjà établi. Après, Fabien et moi, on s'entend très bien. On s'est éclaté sur cette série, on a encore envie de travailler ensemble et on sera couvert dans un genre peut-être différent et on a pas mal d'idées pour créer une sorte de semi-continuité à Il était une fois en France, c'est-à-dire essayer de retrouver un destin d'un personnage aussi fort que le destin de John Olici. Et donc il est possible qu'on mette le couvert sur un Il était une fois ailleurs qu'en France. Mais en attendant, on a un projet tous les deux, ça je peux déjà en parler, on a un tic en préparation sur le Katanga, le Congo belge en fait, la région du Congo belge.
avec une histoire de mercenaires belges envoyés là-bas pour défendre les intérêts miniers, évidemment, des exploitants sur place. Donc, évidemment, ça se passe entre 61 et 65, et donc dans la période la plus trouble, encore une fois, du Congo, une des périodes les plus troubles. Donc voilà, on a pas mal de projets ensemble. Donc si vous voulez, Joannovici c'est terminé, mais ce que Fabien et moi avons mis en place et avons à vous proposer va continuer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien merci beaucoup. Merci Sylvain. Donc, Donc on va vous le livrer maintenant. Je n'ose pas dire qui est ses points de vie pour votre efficace parce qu'il aura besoin de ses mains. Mais donc rendez-vous au deuxième étage.